Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, préparer le futur africain afin d'éviter les devoirs du passé est une émission à la fois économique, culturelle et surtout politique. Aujourd'hui, Laetitia et moi, nous sommes fiers de recevoir sur ce plateau un grand élu du 18e arrondissement à Paris. Cet élu du 18e arrondissement de Paris est un panafricaniste qui a fait ce que j'appelle ses preuves. À un moment donné, il a été à la tête d'un grand parti au pouvoir jusqu'ici au Cameroun. Il a rassemblé les Camerounais, mais au-delà des Camerounais, il a rassemblé les Africains. J'allais souvent dans ses bureaux du côté de la gare du Nord. Nous sommes fiers, heureux, aujourd'hui, au moment où la situation évidemment va de mieux en mieux, de recevoir en la personne de ce panafricain, de cet élu du 18e arrondissement, M. Dieudonné Goumou. Bonjour. Bonjour, cher ami, monsieur Camara. Bonjour, Laetitia. Bonjour. Un réel plaisir d'être là cet après-midi pour échanger avec vous sur les différentes problématiques. Et je suis très, très fier d'être là. J'espère simplement que je vais répondre ou je serai à la dimension de ce que vous attendez. Mais je ferai pour le meilleur. Merci. Je vous fais confiance. Merci. Aujourd'hui, à Paris, vous avez fait beaucoup pour la communauté camerounaise et panafricaine. Est-ce qu'ils ont été reconnaissants? Tous ces Africains qui sont venus dans vos bureaux, est-ce qu'ils ont été reconnaissants? Est-ce qu'ils vous soutiennent depuis que vous êtes adjoint au maire du 18e? Oui, je veux réparer un peu. Je suis conseiller délégué auprès du maire du 18e, chargé de la vie locative, relations bailleurs-locataires. En termes de reconnaissance, c'est parfois très difficile, mais je pense que quand vous posez des actes dans la vie, vous n'attendez pas. Si vous attendez, vous serez très déçu. Mais pour moi, je me dis que bon, c'est le destin qui me permet d'avancer. Et ce qui est ce que je tire des leçons de ce que les leçons de la vie. Et bon, on avance. La preuve, je suis là cet après-midi pour échanger là-dessus. Mon regard est plutôt sur ce que nous pouvons apporter à la jeunesse, apporter aux personnes qui sont aussi sur ce territoire, parce que l'expertise prouve que tous ceux qui sont arrivés là depuis un moment donné n'ont pas encore déposé leur valise. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à côté de ils sont complètement à côté de la réalité. Et je me dis que les défis qu'on relève au niveau de l'Afrique, on peut le commencer au pied de son immeuble. En commençant au pied de son immeuble, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actions sur le territoire d'accompagnement, dans le cadre des associations, dans le cadre de la société, dans le cadre de l'implication de ce qu'on fait au quotidien. C'est ça aussi accompagner l'Afrique. Et c'est ce que ma mission, c'est aussi ça. De dire aux gens ou des amis, comme vous êtes en train de le dire, que servez-vous de ces outils-là pour pouvoir accompagner la jeunesse. Parce que je prends une expérience qui est très simple. Je suis arrivé en France, il y a il y a une quarantaine d'années. Je prends un exemple, je ne parle pas de l'Afrique, je parle du Cameroun en particulier, voilà. Nous étions 15 000 Camerounais. Aujourd'hui, on est à peu près 150 à 200 000 Camerounais. Voilà, vous voyez, c'est deux grandes villes. Deux grandes villes, ça veut dire il y a une immigration galopante. Et la question qu'on se pose, on fait quoi de cette immigration? On fait quoi de ceux qui sont arrivés? C'est ça ma vraie question. On fait quoi des enfants qui sont nés de ces personnes qui sont arrivées et qui ont fait des grandes choses dans ce pays? C'est là la problématique qui s'installe. Et quand on a posé cette question, il faut aller au travail. Le travail que je fais au quotidien, c'est de dire simplement que ne prenez pas la nationalité comme on fait la plupart du temps et vous mettez vos passeports dans les tiroirs. Prenez la nationalité pour être les vrais acteurs de la société. Prenez cette nationalité pour être des vrais accompagnateurs de cette société que nous sommes en train de défendre. Donc, je conseille au quotidien ces personnes d'aller travailler pour être utiles,
ou d'être des acteurs, comme je dis la plupart du temps, du territoire ou du quotidien. C'est ça mon objectif. Alors, C'est pour ça que je reprends, mon cher Lanciné, que je n'attends pas grand-chose. Ce que j'attends, c'est les accomplissements des œuvres. ça tombe bien. Il y a une jeune Camerounaise qui est née ici qui va vous poser un certain nombre de questions. Mais quand les étudiants africains sont venus de l'Ukraine, j'ai cru voir sur les médias que vous avez beaucoup investi pour eux. Vous les avez soutenus, facilité l'obtention des papiers. Est-ce que ça a bel et bien abouti? Est-ce que ces jeunes étudiants africains qui venaient de l'Ukraine ont finalement eu tous leurs papiers grâce à votre concours? Voilà, je vais dire une chose avant de répondre à votre question. Quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Donc, c'est ça la base de ce que je fais. Mon combat aussi, c'est de faire des actions sur le territoire. Et voilà, j'ai eu la chance de tomber dans le 18e, qui est un arrondissement plein de diversité cosmopolite, qui offre vraiment beaucoup de visibilité aux gens. Et que, bon, ben, au-delà d'un certain nombre de choses, bon, les gens se disent, le 18e, voilà, il y a ceci, il y a cela. Mais c'est nulle part ailleurs, tu trouveras un arrondissement comme ça. Partant de Montmartre, vous arrivez à Château-Rouge. Et au jour d'aujourd'hui, je fais une entorse en vous disant, moi qui suis à la porte de la chapelle depuis une trentaine d'années, je suis souvent ravi de voir des gens qui viennent faire des photos devant Arena et devant les statues qu'on a mis aujourd'hui pour témoigner de ce que ces grandes dames ont fait dans le cadre des Jeux Olympiques. Et quand les gens font ces photos-là, je me dis, franchement, voilà, ça, c'est un exemple à suivre. Alors, pour rebondir sur les étudiants qui venaient d'Ukraine, oui, nous étions les premiers à regarder ça. Hein. Avec Abdelaziz Moundé, nous, on a travaillé parce que je fais partie du président d'honneur de la Maison des Camerounais de France. Et quand on a vu ce qui s'est passé en Ukraine, on a dit, qu'est-ce que nous on fait? On n'a pas attendu des aides. Nous sommes partis au taquet, au quotidien, pour envoyer et Aziz à travailler de main de maître sur cet angle-là pour que, éventuellement, ceux qui arrivaient, on les accompagnait pour qu'ils trouvent d'abord un toit. Ils arrivaient dans nos bureaux dans le 18e et au quotidien, on avait des dames comme Marcel Makam, comme Beribel, qui étaient là, et des Camerounais, des Africains, et même des Français, de tout le monde venait. Ils venaient donner un coup de main parce que c'était un appui. Nous, on n'a pas fait ça pour forcément la gloire. On a fait ça pour la nécessité parce que on s'est dit, ces orphelins qui sont arrivés, tout d'un coup, ils étaient sur des situations compliquées. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour eux? Nous, on l'a fait et aujourd'hui, on est fiers. Même si en retour, on n'a pas bénéficié d'un certain nombre de choses, mais voilà, quand on voit ces jeunes-là revenir et nous passer des coups de fil et dire, nous sommes contents, je pense que c'est le combat qui continue. Mmh. La jeunesse camerounaise. Ben, c'est exactement cela. C'est vrai que le 18e, c'est connu pour sa diversité, pour le brassage des cultures. Donc, vous mettez en avant une action importante que vous avez faite. Vous êtes aussi cofondateur d'un cabinet qui s'appelle Bright World Consulting. Vous avez parlé du travail, justement, de ne pas hésiter à travailler. Vous êtes aussi un entrepreneur, une de vos casquettes. Donc, est-ce que vous pouvez nous aller plus en détail sur les actions justement concrètes que vous avez menées par rapport aux causes que vous défendez, la jeunesse, la diversité, pour donner l'exemple concret que c'est possible et qu'on le fait déjà là où on se positionne. Merci Laetitia, et puis vraiment vous êtes un exemple de la jeunesse. Hein. Et puis voilà, et qu'il faut... Moi, j'ai ma fille qui a 21 ans, et puis à chaque fois quand j'échange avec elle, elle me pose beaucoup de questions, et je me dis, mais pour lui apporter des réponses, il faut que je sois là où les choses se passent. Mhm. Donc c'est pour ça que bon ben l'esprit, l'idée de mettre en place ce cabinet de Bridgeworth Consulting, c'est parce que je m'étais dit au départ, quand je rencontrais plein de monde, on se retrouvait comme ça au bord d'un abribus et me disait j'ai tel problème, qu'est-ce que je fais? Et puis bon ben je lui apportais un peu une réponse. Et parfois dans un café, et parfois de tout, je me suis dit mais non, ça il faut
Après, bon, ben, c'est dans notre mœurs, hein. Les gens, souvent, c'est quand ils sont au pied du mur qu'ils essaient de réagir. Et moi, j'ai regardé ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je pensais avec ma fille et un certain nombre de personnes à mettre en place ce cabinet qui était vraiment, qui regorgeait un certain nombre de personnalités, des médecins, des avocats, des experts comptables, des personnes qui avaient envie de créer. Et je me dis que, bon, ben, quand on met un nom sur un visage ou sur une action, c'est là où on trouve des solutions. Et c'est l'idée du cabinet Blueshaw Consulting qui, effectivement, apporte ces solutions au quotidien et qui permet véritablement de rebondir à chaque fois qu'il faut, voilà, qu'il faut éventuellement travailler et apporter des solutions. Vous voyez, au quotidien, comme on dit, on apprend toujours à accompagner les gens. Mais on anticipe. Mais nous, on n'anticipe pas. Je parle comme ça, sous votre contrôle. Le grand frère, il connaît très bien. On n'anticipe jamais. C'est le jour où, effectivement, quand on a un procès, qu'on dit, tiens, est-ce que tu connais un avocat? Ou quand on a un problème de commerçant, on dit, ah, est-ce que tu connais un expert comptable? Non, je pense que il faut aller dans le sens de les apporter des solutions. Je vois aussi au niveau de la jeunesse, comme on est en train de le dire, ce que la jeunesse, au jour d'aujourd'hui, comme on dit, on est arrivé, il était 14 000, on est 200 000. Imaginez alors les enfants qui sont là. Qu'est-ce qu'on les apporte? Donc, le regard, c'est de créer vraiment des lieux d'accompagnement et puis, effectivement, de les orienter vers le devoir citoyen. Voilà. C'est là les tribunes. Là, le combat, c'est là. C'est là où vous allez dans les urnes mettre votre voix pour voter, voilà, dans des lieux destinés pour votre accomplissement. C'est là qui apporte des solutions pour vos questions. Voilà. Donc, si on ne le fait pas, voilà, les autres vont décider pour vous. Et comme tu l'as si très bien dit, nous, dans le 18e, où il y a cet aspect d'accompagnement, vous avez vu, hein, cette brassage de culture, la diversité, d'un point à l'autre, vous traversez, vous avez une autre forme de vie, mais on vit ensemble. Vous voyez? C'est ça la richesse. Et là, je pense que c'est un exemple. Bon, j'ai peur de me tromper. En France, on trouve effectivement rarement un espace comme ça ou un arrondissement comme ça où les gens se voient et se côtoient avec leurs différences, mais qui vivent ensemble et qui se supportent. Hein. Donc, c'est un peu comme ça. Je pense que c'est un vivier dans lequel on peut venir puiser des exemples. Pas simplement regarder ça comme un lieu voilà, qu'on conteste, mais non. Mais bon, comme on peut le dire la plupart du temps, j'ai suivi à la radio, à la télé, que Paris, c'est la première destination des touristes, pour le tourisme. Je pense qu'on ne vient pas là où on ne veut pas. Donc, ça veut dire que si les gens viennent à Paris, c'est qu'ils aiment Paris. C'est parce que nous aussi, on travaille pour qu'on aime Paris. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire que autant les gens viennent à Paris, autant il y a une richesse qui est là, autant il y a pas mal de choses qu'on peut essayer d'apprendre. Et puis, apprendre aussi pour faire quelque chose de transversal, pour pouvoir accompagner ceux qu'on a laissés, pour pouvoir accompagner ceux qui ont des difficultés. Et puis, effectivement, je rebondis. Je ne sais pas si ce que Monsieur Lancené, le grand frère, allait nous dire dans le cadre de l'action d'une conférence qu'on a fait sur les migrants. On a d'ailleurs une vidéo, si je ne me trompe pas, on peut... Exactement. Donc, Je préférerais ne pas être considéré comme celui qui a rendu cette réunion possible parce que mon camarade François Dagneau pourrait m'en vouloir ou imaginer que j'ai essayé de lui récupérer un tout petit bout de son arrondissement. Mais je voulais commencer par d'abord vous remercier de votre accueil et remercier très chaleureusement Dieudonné qui, vous l'avez dit, est élu à mes côtés dans l'arrondissement voisin et qui m'a dit il faut que tu viennes à une réunion, une conférence pour rencontrer des gens formidables. Donc ça c'est déjà fait et donc merci de m'accueillir.
pour apprendre des choses aussi, parce que je suis maire du 18e, mais je suis de loin pas le meilleur connaisseur des sujets que vous avez évoqués ce soir. Et puis pour entendre cette mobilisation. Et c'est vrai que, au-delà du plaisir que j'avais de répondre positivement à cette invitation, je me suis dit, je suis le maire du 18e, et donc je suis le maire d'un territoire qui est profondément lié aux relations entre la France et l'Afrique, et pas depuis que j'ai été élu. Bien avant l'histoire du 18e, elle est marquée d'abord... On peut la diffuser. Voilà, effectivement. L'esprit de faire une action sur les migrants, une conférence on a été accompagné par, où il y avait la présence du maire, M. Éric Lejoindre, le maire du 18e qui était présent, et il y avait M. Kobo Georges, un grand professeur agrégé de l'université. Il y avait pas mal de lanceurs d'alerte qui viennent maintenant pour défendre les intérêts pour la déforestation en Afrique et qui disent, ben écoutez, si vous faites, vous cassez l'Afrique, mais les gens vont venir par tous les moyens. Et on avait le témoignage d'un jeune qui était venu témoigner parce qu'il est venu par la route et qui est maintenant installé en France et qui a monté une association pour pouvoir dire, écoutez, voilà ce que nous souffrons. Parce que, au regard d'un certain nombre de choses, on dit toujours les papiers. Oui, c'est bien les papiers. Mais on ne sait pas qu'avant les papiers, il y a un vrai problème qui est là. Les gens sont malades. Parce que ce qu'ils ont vécu en arrivant ici, c'est terrible. Donc, vous les donnez des papiers, vous ne les soignez pas psychologiquement. Vous voyez que vous avez mis un malade sur la place et ce n'est pas des solutions. C'est pour ça que les échanges de la tribune que nous avons fait, effectivement, avec le maire du 18e et puis monsieur, effectivement, il y avait le brillant Lancinet qui était là. L'idée, c'était de dire, il faut en parler parce que c'est ce que nous on vit au jour d'aujourd'hui, au quotidien. Parler des choses que vous connaissez et la bonne information pour dire aux gens, n'ayez pas peur de ceux qui viennent. Accompagnez-leur, donnez des bonnes actions pour que les gens puissent effectivement être utiles. C'est un peu ça qui donne la fragilité d'un certain nombre de personnes. Et justement, pour faire le parallèle, parce que vous parlez de voter et que du coup, c'est aussi en s'exprimant dans les urnes, dans les voix, que les messages peuvent impacter et passer de manière beaucoup plus impactante en soi. Donc moi, je vais faire le parallèle avec le Cameroun, parce que vous avez quand même aussi œuvré dans cet aspect-là au sein du pays. Et par rapport aussi à ce que le discours de Macron, enfin l'annonce de Macron dont on parle beaucoup, qui reconnaît la guerre, ou les crimes de guerre que la France a pu commettre lors de la colonisation. Pour vous, aujourd'hui, on est au Cameroun dans une phase de transition puisqu'on arrive sur les élections. On sait que c'est un sujet qui n'est pas beaucoup parlé, ça fait 65 ans maintenant. Quels sont pour vous aussi, comme cette annonce-là, quel est l'impact justement que ça peut causer sur les Camerounais et sa diaspora, parce qu'il s'agit d'un traumatisme qui est là, et quelles sont aussi les voies qu'on peut voir par rapport au pays dans cette période électorale où la personne qui en avait plus ou moins parlé, c'est le professeur Maurice Kamto, mais qui aujourd'hui n'est pas présent sur les listes officielles. Avant de parler de tout ça, je veux donner un avis sur ce qui se passe dans le monde. Le monde est en pleine mutation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Il faut regarder aussi ça. Hein. La géopolitique, comment ça se passe, comment ça se redessine. Bon, l'Ukraine, vous avez vu le problème de l'Ukraine, comment ça se passe. On parle de l'Ukraine aujourd'hui sans le président de l'Ukraine. On parle un peu du président de la Russie et puis de l'Amérique, tout ça. Et puis aussi, la responsabilité de l'Europe. Tout ça, il faut d'abord comprendre cet aspect des choses avant de venir en Afrique. Donc, ça veut dire que c'est important de faire une analyse profonde. Quand on fait cette analyse, on peut déjà avancer dans nos discours. Et puis, au regard de ce qui se passe en Afrique, vous avez vu ce qui se passe au Mali, en Guinée, au Burkina, au Niger. Vous voyez que l'Afrique n'a plus le même mode de fonctionnement. Donc, si vous voulez faire sans eux, ça devient très compliqué. Donc maintenant, ce qui fait que je prends un peu la part des responsabilités, hein, ce que les Occidentaux doivent faire avec l'Afrique.
Ils doivent faire avec l'Afrique. Parce que les Africains, les gens qui viennent, qui prennent la mer parfois, ils ne viennent pas par beauté de cœur. Ce n'est pas un jeu de dames. Les gens se lèvent un matin, ils partent. C'est parce que ils ont vu à l'horizon que ça pourrait changer leur vie. Donc, ça veut dire qu'il faut changer de discours. Il faut changer de discours pour permettre aux gens de poser des bonnes bases. Donc, si on ne change pas de discours et on ne pose pas de bonnes bases, on va voir à chaque jour les gens qui viennent. Maintenant, quand on vient sur la dernière base, je reviens encore sur l'essentiel en disant que l'Afrique, c'est le continent où il y a plus de jeunes. C'est où il y a beaucoup de jeunes. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes-là qui sont prêts à partir? Parce qu'ils sont prêts à partir. Donc, pour élever maintenant le combat des dirigeants en Afrique. Ces dirigeants en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Mais est-ce qu'ils vont toujours faire, bon, maintenant ils ont tout faux parce que il y a le multimédia, on est en train de parler au jour d'aujourd'hui, il y a le multimédia qui est là. À l'instant T, on sait ce qui se passe partout. Donc, il n'y a plus de secret. Il n'y a plus de secret. Donc, eux doivent avoir cette conscience, mais ils veulent toujours monopoliser la chose pour pouvoir détruire. Qu'est-ce qu'ils veulent? Peut-être au-delà, après la vie, peut-être au-delà, il y a une autre vie pour eux et qui vont bénéficier des opportunités là-bas, mais je ne sais pas. Mais au détour, je pense que le combat commence par ici. Si le combat commence ici, c'est qu'il faut faire des choses dans les règles de l'art. Donc, pour revenir sur le Cameroun, parce qu'on ne peut pas parler de toute l'Afrique, pour revenir sur le Cameroun, bon, je salue au passage le professeur Maurice Kamto, franchement, qui est un visionnaire, qui a su ce qu'il a... Parce que les Camerounais sont compliqués. Hein. Le professeur Maurice Kamto a vu ça très très vite. Et depuis 2018, il s'est lancé. Mais avant 2018, il s'est préparé à aller vers ce combat. Je pense que ce qui lui arrive aujourd'hui, bon, il avait un peu, en termes de prévision, il le voyait un peu. Or, il a tendu la perche pour voir qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Il pensait simplement que ces gens de pouvoir, que nous on connaît très bien, qu'ils allaient penser à la jeunesse africaine, camerounaise en particulier. Qu'ils allaient dire, mais nos enfants qui partent tous les jours, qu'est-ce qu'ils partent faire? Est-ce qu'on peut les offrir des occasions ici? Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont éventuellement fait ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils ont triché. Ils ont triché. Ils ont triché à Mondovision, vous voyez. Avant, il y a une vingtaine d'années, on n'aurait pas été au courant. Chacun sait que Maurice Kamto, même s'il ne se présente pas aux élections, il a fait des petits Maurice Kamto. C'est ça aussi le devoir d'un homme. C'est ça aussi le devoir d'un homme, d'avoir des objectifs et d'avoir, comment dire, un couloir sur lequel il transmet. Pour moi, je ne veux pas être très long parce que beaucoup en ont dit un certain nombre de choses. Il a transmis un message. Quel que soit ce qui va se passer aujourd'hui, il y a des petits Maurice Kamto qui sont nés. Et puis, c'est une fierté. Et puis, pour parler de la reconnaissance de Maurice, de Macron, bon, c'est un pas, mais ce n'est pas tout. Reconnaître aussi, comme on dit, hein, si on peut les reconnaître sur les papiers sans passer par les actes, ça veut dire simplement que peut-être en l'an 2000, je ne sais pas combien, qu'on va revenir dessus, mais nous, on a envie de sauver parce que c'est l'histoire d'un pays. C'est l'histoire des guerres qui se passent aujourd'hui en Israël, dans tous ces pays-là, en Ukraine, tout ça. Quand on ne reconnaît pas, ça veut dire qu'on a broyé les âmes. Et quand vous avez broyé des âmes, ça veut dire quelque part, vous avez fait ce qu'on appelle une destruction massive. Et j'ose croire que les Camerounais ou les Africains vont rebondir sur cette reconnaissance pour faire un travail de récompense. Voilà, c'est aussi faire la récompense, ça veut dire quoi? C'est des actes concrets pour qu'on puisse avoir une suite à cette reconnaissance qu'il a fait. Vous êtes toujours le même panafricaniste, pédagogue, très brillant. Maintenant, à propos de Kamto, les Sénégalais, à un moment donné, quand ils ont vu que Ousmane Sonko était victime d'une certaine injustice, les Sénégalais, avec des cas de juristes, ont dit il faut arrêter l'injustice. Ils ont massivement
non seulement dénoncé ce que faisait Macky Sall, en plus, ils ont sanctionné Macky Sall dans les urnes. Est-ce que ce qui est arrivé au Sénégal peut arriver aujourd'hui au Cameroun? Première question. Deuxième question. Je suis très fier que le 18e arrondissement soit à l'avant-garde à la fois de la recherche de bons rapports entre les pays africains et la France. Monsieur le maire, quand la justice française met carrément ce qu'on appelle un bracelet électronique au bras ou à la cheville de M. Sarkozy, ce qui veut dire que les Français ont compris, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, il faut aller sur de très bonnes bases, des rapports économiques gagnant-gagnant, et non pas on essaye de dire Bokassa premier ou Bongo est ceci. Non, 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 ça c'est fini ça. Est-ce que le maire du 18e aussi, avec vous, s'engage pour que ces bons rapports se fassent sur des socles juridiques et alors sans faille et sans manipulation? Merci. Je veux recentrer le débat, comme vous l'avez si bien dit, le maire du 18e, Éric Lejoindre, et moi je suis conseiller auprès du maire du 18e, en charge de la vie locative, relations bailleurs-locataires. Vous comprenez que bon, ben, c'est déjà une... j'ai été ravi d'avoir cette délégation qui est au quotidien une expertise, une action pour accompagner les habitants. Et quand on parle du 18e, vous parlez de l'Afrique, hein? Voilà, Château-Rouge. Vous voyez, nous, au quotidien, la mairie du 18e travaille pour accompagner effectivement les commerçants, pour éviter l'incivilité, pour pouvoir les dire, écoutez, travaillez dans les règles de l'art, pour éventuellement qu'on reçoit vos confrères, vos frères dans des règles, dans des bonnes conditions. C'est ça le travail que le maire fait au quotidien. Pour dire, soyez corrects, nous sommes exigeants sur la propriété, nous sommes exigeants sur le droit, nous sommes exigeants. Voilà, alors, en termes de droit, c'est que le maire, à ce niveau-là, parce que nous, en tant que élus d'arrondissement, ou le maire d'arrondissement, nous avons des limites. Mais au-delà d'un certain nombre de choses, c'est l'État. Vous voyez, la police, nous, on vient d'avoir ces derniers temps, c'est la police municipale qui fait un travail énorme. Je vous invite de venir à la porte de la chapelle. Il y a quelque temps, les gens me disaient, il y a 10 ans, les gens, ou 5 ans, mais 3 ans, ah, je ne veux pas à la colline. Voilà, je ne veux pas à la colline, c'est pas intéressant. Il y a 2 mois, 1 mois, quand je les invite. Ah, Arena, ben, vous voyez, c'est ce travail que le maire fait. C'est ce travail que le 18e fait, qui est un exemple d'action. Mais comme on dit, hein, pour accompagner les habitants, pour accompagner les gens qui sont venus, pour accompagner les migrants, et pour la bonne leçon, avec un Hidalgo, nous, on a travaillé sur l'accompagnement. C'est là où on avait planqué, on avait construit la bulle. La bulle, c'était un espace transitoire où on accueillait tous les immigrés qui venaient de partout et ils servaient de repère, effectivement, pour les donner un lieu de saint dans les différentes villes de France. Et c'était déjà une action. Le 18e est là, comme on dit, que ce soit au niveau des Ukraines, que ce soit au niveau des migrants, que ce soit au niveau... Nous, on a un territoire bienveillant et qui accueille des gens. C'est déjà même une action très forte, donc, que je suis fier d'être résident depuis une 30aine d'années et qui, pour moi, continue toujours dans cette action et en disant que bon, ben, ceux qui sont à Château-Rouge, j'y suis tout le temps pour leur dire, écoutez, respectez le pays d'accueil, respectez ce qu'on vous donne, respectez le lieu dans lequel vous trouvez des énergies, des forces pour aider ceux qui sont là-bas dans le pays d'origine. Donc, pour moi, Monsieur Lancené, c'est très intéressant. Parlant des bracelets électroniques, vous savez, c'est aussi un regard sur le monde et c'est aussi un regard sur ce qui se passe. Et bon, belle leçon de vie, hein. Belle leçon parce que un président de la République avec un bracelet, ça veut dire que personne n'est plus à l'abri du respect, du civisme. Donc, nous, au niveau de ce qui se passe au niveau, c'est ce qu'on nous on demande à la France. Dans nos différentes émissions, le maire, vous avez vu l'autre jour, lors de son intervention, lors de la tribune des migrants que nous on a organisée, il défendait fortement
cet aspect des choses pour dire que, bon, nous, on le défend. Mais il y a aussi ce que l'État doit apporter. Vous avez vu ce que le ministre de l'Intérieur est en train de faire au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas la résolution, hein, ce n'est pas, ça ne résout pas forcément les problèmes. Mais le problème aussi, c'est comment le regard de la France vis-à-vis des chefs de l'État, des chefs d'État africains, comment ils gèrent leur pays pour éviter que les gens partent tous les jours, voilà, au quotidien, qu'ils laissent leur famille dans les souffrances. Et je pense que ça part aussi d'un certain aspect. Vous voyez, avec la faune, la richesse africaine, ça part d'un aspect qu'on appelle l'exode rural. Les gens partent des villages, des petites villes moyennes, pour aller dans deux grandes villes comme au Cameroun. Ils se brassent là-bas et puis d'un détour, ils partent, vous voyez. Ils ne sont pas prêts. Et quand ils arrivent ici, bon, c'est le quotidien. Donc, on doit aussi travailler. C'est pour ça que j'exhorte tous les Africains ou tous les étrangers ou tous les migrants qui arrivent dans ce pays de se mettre à la tâche. Et pour nos enfants qui, effectivement, qui ont la nationalité, d'aller défendre vraiment leurs devoirs citoyens en allant mettre leur voix dans les urnes pour pouvoir, effectivement, pour qu'on parle de ce problème d'une manière positive. Et je répète, est-ce que ce qui s'est passé au Sénégal peut se passer au Cameroun? Bon, c'est une question à laquelle il faut répondre. Oui, je rebondis parce que je n'ai pas botté en touche, mais parce que c'est une question délicate. Vous savez, le Cameroun a une particularité, c'est que regardez ce qui s'est passé au Sénégal, regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est tellement compliqué. Comment se fait-il que les gens, c'était triste de voir que, avec ce qui s'est passé à Mondovision, que les gens n'ont pas manifesté au Cameroun. Manifester, ça ne veut pas dire casser. Manifester, ça veut dire que... Et puis, c'est l'État qui donne, c'est le gouvernement qui donne l'occasion aux gens de manifester dans les règles de l'art. Si on ne les donne pas, s'ils ont peur, ils ne vont pas aller manifester. C'est pour dire qu'il y a une grosse peur qui s'installe et ça ne sert pas ni le gouvernement, ni les Camerounais, et c'est contre-production. Ça veut dire quoi? Il faut laisser les gens manifester. Il faut les gens manifester pour exprimer leur manière de voir les choses. Parce que à chaque fois où les gens voudront exprimer leur manière de voir les choses, vous allez les comprimer. Et vous ne savez pas ce que vous fabriquez dans la compression. Dans le repli, on ne sait pas ce qui est dans le repli. On ne sait pas ce qui sort plus tard. Donc, il faut laisser les gens s'exprimer. Donc, quand les gens ne s'expriment pas, bon, à la fois, qu'est-ce que ça vous donne? Vous voulez vivre seul? Dans un univers tout seul? Mais non. Je pense que j'étais au Cameroun il y a un mois. Je n'ai pas vu Yaoundé, par exemple, ou Douala, comme ce que j'ai resté il y a une trentaine d'années. J'ai vu des villes rétrogrades. Voilà. Où il n'y a même plus de salles de cinéma. Les salles de cinéma, ça veut dire la culture. Hein. C'est très important. Voilà. Où tu regardes, quitter d'un point à l'autre, tu mets minimum 1 heure ou 2 heures. Des embouteillages sans faille, sans relâche. Et quand on dit souvent que dans un grand pays, là où la route passe, le développement suit. Alors, au Cameroun, pour partir d'une ville à une autre, vraiment, il faut avoir... on a la peur au ventre. Est-ce qu'on va y arriver? Voilà, on a baptisé des routes, chemins, voilà, comme on dit, l'autoroute du danger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous levez chez vous, vous partez, vous ne savez pas, oui. Vous savez que même quand vous êtes chez vous, voilà un exemple, c'est qu'il y a des gens qui disaient qu'ils avaient peur de prendre l'avion et l'avion est venu les trouver chez eux. Vous voyez, il est tombé sur leur tête. Bon, mais on aurait quand même avoir, on souhaiterait quand même avoir une assurance, par exemple qu'on a des belles routes, voilà, mais au Cameroun, ce n'est pas ça. On a vraiment la peur. Avant que les gens ne compriment les autres, il faut qu'ils pensent déjà à ce développement. Développement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la route, un pays qui est traversé, vous savez, je prends un exemple, vous allez regarder au Cameroun, vous allez voir, on qualifie les lieux par la Sanaga, le Vouri, vous voyez, la Benoué, ça veut dire qu'un pays qui est traversé par les eaux et qui n'est pas développé. Avant de passer la parole à Laetitia, monsieur le maire, quelle que soit la personnalité qui va prendre la relève bientôt,
que ce soit Paul Biya qui se succède à lui-même ou que ce soit quelqu'un de providentiel qui tombe tout d'un coup, faire tomber le régime de Paul Biya. Est-ce que vous serez du côté de ceux qui disent qu'il faut enfin que le corps d'Amadou Ahidjo retourne avec tous les honneurs au Cameroun? Ça, c'est une question qui se pose plus. Parce que c'était même, je crois que les personnes qui ne l'ont pas fait, je ne sais pas pour quel intérêt. Je pense que Ahidjo, c'est une grande histoire du Cameroun. Il devait être honoré à la dimension de ce qu'il est. Je pense que c'est que son corps rentré au Cameroun serait enfin quelque chose de bien pour tous les Camerounais, dans l'esprit des Camerounais. Je pense que c'est une attente forte. Et je pense que ceux qui viendront le feront à tout honneur. Donc, c'est très, très important de penser à cet aspect-là, de dire comment, parce que c'est une histoire. Est-ce que ceux qui ne le font pas pensent qu'ils ont bouclé l'histoire ou pas, ils ont fermé l'histoire ou pas? Non, mais je pense que c'est quelque chose de... C'est la vie, vous voyez? Nous, on est venus, on laissera ce monde, on passera, on laissera ce monde. C'est une histoire qui se trace. Si ceux qui ne veulent pas écrire l'histoire fera différemment pour eux. Donc, je pense que c'est un peu ma manière de voir les choses en disant que la jeunesse camerounaise ou africaine en général est en train de faire un travail. Et dans l'ensemble, partout où ils sont, il faut retravailler pour pouvoir les accompagner. Et quand je parle de la France parce que actuellement, tous ces jeunes qui partent de l'Afrique, les jeunes qui partent de l'Afrique, ils partent directement au Canada. Je prends un exemple. Nous, on est arrivé en France il y a une quarantaine d'années. On a fait des études. Moi, je suis urbaniste de formation. Nous, on n'a pas payé. La France, on n'a pas payé des études. Hein. Ouais. On n'a pas payé. C'est contre-production pour la France et pour l'Afrique. Ça veut dire que des personnes qui ont fait des études sans payer la scolarité Absolument. et qui finissent dans des domaines qui ne sont pas destinés à eux, je pense que c'est aussi notre regard que dans le plan de l'immigration qu'on devait toucher de très près. Pour que ces jeunes ou ces personnes qui sont arrivées comme nous, qui avons eu des spécialités et d'autres, hein, qui repartent dans une collaboration saine pour accompagner le pays d'origine et même encore, pourquoi pas, comme dans le cadre de ma délégation, c'est une expertise que j'apprends. Je transfère ça à ma fille, je transfère ça à mes petits, je transfère ça ceci. C'est ça. Il ne faut pas que les gens aient peur d'apprendre. Et pour apprendre, il faut qu'en face, on donne cette opportunité aux gens. Il ne faut pas dire simplement que les gens sont là. Non, ce n'est pas un accompagnement. Regardez comment les personnes qui arrivent, on a dit les migrants, mais tout ça, sont eux qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent dans les services les plus démunis, les plus difficiles. Ce sont eux. Ce sont eux qui travaillent pour faire des constructions. On ne parle pas de ceux qui sont morts quand il y a des grands travaux sous des ponts. On n'en parle pas. Mais ceux-là ont apporté leur contribution pour que ce pays la France soit une grande nation et que nous sommes fiers de la France. Et nous sommes fiers d'être en France. Nous sommes fiers d'être là. Et comme je dis, je suis fier d'être dans le 18e parce que j'aime beaucoup cet arrondissement qui est comme j'ai dit dans certains lieux, la diversité du 18e est connue dans le monde entier. Et moi, pour ma part, j'essaie de le porter au-delà du 18e et puis d'accompagner ceux qui peuvent venir et puis retravailler, comme on dit, pour que cette jeunesse puisse être une référence, voilà, pour des lendemains meilleurs. Alors, Laetitia. Mais justement, c'est très intéressant. Quelles sont, selon vous, les actions ou avez-vous déjà des actions en cours ou réfléchies que vous souhaiteriez présenter ou partager et qui appuient ce que vous venez de nous transmettre? Bon, comme j'ai dit tantôt, au-delà de mon cabinet, bon, je travaille auprès des associations. Voilà, je suis cofondateur de la Maison des Camerounais de France. Je suis dans des actions panafricaines. Je suis au quotidien un peu partout, dans le 20e, dans le 18e, dans le 19e, et même au-delà, à Sarcelles, où je porte des actions, où je porte ma voix. Voilà,
On travaille sur des projets, hein, je pense pas que voilà, sur des mini-projets. Donc, je suis très ouvert à ce que je dis. Je suis au quotidien. Franchement, mon combat, c'est d'aller vers les jeunes, d'aller vers des actions, d'aller vers des activités. Voilà, je peux pas vous donner le nombre de personnes que j'aide à créer des associations. Je crée à monter des associations, à créer des sociétés. Donc voilà, je le fais comme ça, ou je les oriente vers des structures appropriées. Donc, dit que tel, oui, non, bien sûr, il y en a plein, hein. On est en train de préparer. Et dans le cadre du projet de, bon, ça me revient comme ça tout rapidement, le projet sur les migrants, voilà, on est en train d'orienter ça sur un très grand événement qui va déboucher sur une vitrine, euh, de mettre en avant des artistes, des jeunes artistes qui font des choses, et en tampon avec une association migrante qui est installée en France, notamment le jeune qui a témoigné la dernière fois, et on peut l'accompagner avec des opportunités qui vont y arriver, et puis en contrepartie aussi des associations qui sont en Afrique. Et le jeune qui a témoigné la dernière fois, vous parlez du jeune qui a sauvé une famille, c'est ça? Non, c'est pas le jeune qui a sauvé une famille, c'est plutôt le jeune qui a témoigné lors de la conférence, Oui, voilà, qui est d'accord. parti du Cameroun à pied, effectivement. C'est ça, ces gens-là. Mais c'est Parce que, important d'entendre ce parcours-là. oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que ça ne reste pas. La conférence ne s'arrête pas là. La conférence s'ouvre, c'est une piste. Donc, nous, on a voulu, effectivement, comme on a eu cette opportunité de l'organiser, avec des lanceurs d'alerte, des témoignages, avec un avocat qui venait des États-Unis. Donc, effectivement, nous, on est en train de creuser cette piste-là pour pouvoir partir de là maintenant pour amener les gens à rester en veille, en disant que, bon, ben, vous parlez des migrants, vous parlez d'immigration, sans comprendre ce que c'est que l'immigration, sans comprendre ce que c'est que le migrant. Parce que le jeune qui est arrivé aujourd'hui, il a monté une association qui regorge 3000 migrants qui arrivent. Donc ça, c'est aussi des opportunités qu'il faut encourager. Et nous, l'objectif derrière ce concert qu'on va organiser avec des artistes, tout ça, bon, le lieu, c'est toujours pour être... bon, on est en train de chercher le lieu, hein. Je ne veux pas annoncer le lieu pour que vous dites, bon, c'est pas... Voilà. L'idée un peu, effectivement, c'est de faire ça, qu'il y ait des suite dans les idées. J'ai vu effectivement le jeune qui a marché du Cameroun jusqu'à Paris. Il a fait un très bon témoignage. J'ai vu tout ce qu'il a dit. Maintenant, on va essayer d'avoir le regard géopolitique de l'élu que vous êtes. Oui. Trump, Poutine, évidemment, sont en train aujourd'hui de jouer avec la nation ukrainienne. Mais en même temps, les Européens eux-mêmes, ils se cherchent. Est-ce qu'ils vont être écoutés? Est-ce qu'ils vont participer à la recherche de paix? Les Africains dans tout ça, on ne les entend pas. Comment se fait-il un continent comme l'Afrique, avec des leaders qui sont censés représenter des populations entières, un continent qui a été victime de l'esclavage, de la traite négrière, et j'en passe, comment ces Africains et leurs élus n'arrivent pas aujourd'hui à se faire entendre sur la situation avec Israël, la situation entre Poutine et Trump, et puis même la situation des Afro-Américains sous le règne de Trump. Alors, monsieur, comment on peut accepter ça? Vous, en tant qu'élu panafricain du 18e, moi en tout cas, je refuse que les Africains restent silencieux au moment où il faut prendre de grandes décisions. Merci. Merci, mon cher Lanciné. Moi, je pars toujours par définition que, en parlant de l'Afrique, je veux dire une chose. Mon combat pour l'Afrique, ce n'est pas d'être c'est d'être dans le train. C'est de ne pas rester à la gare. Absolument. Être dans le train, c'est de comprendre déjà comment ça se passe. Le monde est en train de se faire. Et quand vous avez parlé de l'Europe, avec Poutine, avec Trump qui sont en train de décider sans le président de l'Ukraine, sans l'Europe,
ça veut tout dire. Ça veut dire que le monde a en termes de géopolitique, a un mode de fonctionnement qui fait en sorte que l'Europe est là avec l'OTAN. Voilà. Et les Américains qui ont la main mise sur l'OTAN, ce sont eux. Et quand tu regardes cet aspect des choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Américains sont en train, au jour d'aujourd'hui, est en train de travailler pour pouvoir éventuellement s'entendre avec Poutine. Il y a quelques jours, on disait que Trump est en train de mettre des missiles qui prennent le chemin. Nous, on voyait plutôt ça. Ça veut dire que il faut être très attentif. Il faut décrypter l'information. Il faut décrypter l'information avant de prendre une position. Ça veut dire que les Africains doivent d'abord se mettre ensemble. Parce que notre difficulté, c'est un problème mental. C'est un problème de mentalité en Afrique. Si on nous donne tout et qu'on n'a pas apporté une résolution au niveau des mentalités, je pense que ça va être très, très délicat. Le problème de mentalité, c'est quoi? C'est aussi le regard de ce qu'on parle des migrants qui sont là pour ne parler que de ça. Quand nous arrivons ici, vous regardez, les autres s'organisent très bien. Partons toujours d'un fait d'exemple. Quand on a regardé les Chinois qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps, quand il n'y a pas très longtemps, ça veut dire que, bon, il n'y a pas une centaine d'années, mais ils ont fait un travail pour pouvoir occuper l'espace et être efficaces dans le pays d'accueil. On voit les autres qui arrivent là et qui s'installent aussi et qui essaient de s'opposer. Les Africains, comment ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont épars. Donc, quand vous êtes d'abord épars, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la forme de la construction. Donc, nous devons d'abord commencer à faire un travail de recentrage pour pouvoir comprendre là où nous sommes, où c'est qui nous arrive. Je ne doute pas que la jeunesse est en train de regarder, c'est une jeunesse dynamique. Hein? On arrive à la fin de cet entretien sympathique, cordial, très intelligent. Je peux vous assurer que mes aînés, Cheikh Anta Diop, Mongo Betty, Cabral, nous ont inculqué dans la tête qu'il ne faut jamais être défaitiste. Donc, je le dis haut et fort, je ne me résigne pas au silence africain face à des situations internationales actuelles. Merci beaucoup, merci vraiment. Si je peux dire un dernier mot, c'est de saluer les actions qu'on pose au quotidien pour le combat. Je veux dire, au-delà d'être panafricain, on est né quelque part, donc on est dans la mondialisation. Et c'est de faire le combat pour que nous prenions notre place là où il faut. Et moi, pour ma part, je suis fier. Je commence déjà d'être né quelque part, au Cameroun, qui m'a donné toutes ces richesses, ces valeurs que je garde au quotidien et que je garde jalousement. Et je suis aussi fier pour cette place qu'on m'a donnée à la mairie du 18e comme conseiller délégué auprès du maire. Et pour effectivement porter aussi ce regard sur l'Afrique et sur le monde. Donc, c'est aussi une fierté d'être dans un espace comme ça, et même encore la chance que ça soit nulle part ailleurs, un lieu de diversité, des valeurs et des richesses. Donc, pour moi, je suis au quotidien dans ce combat et je continue le combat. Et je pense que vous allez m'aider avec la jeune Laetitia à braver ces différents combats près des gens qui ne veulent pas avoir le changement, que ce soit en Afrique, que ce soit ici. Je n'ai jamais été ni ministre, ni quoi que ce soit. Je suis comme vous n'avez pas été non plus ni ministre, ni quoi que ce soit. Je reste un panafricain convaincu, conscient, dans ma tête et dans mes souliers. Donc, le débat ne fait que commencer. Les Africains vont se faire respecter d'une façon ou d'une autre. Et c'est pourquoi je salue la génération de Sonko. Et je dis à la génération de Sonko, ne faites pas les mêmes bêtises que vos aînés. Ne baissez pas les bras. Organisez-vous. Faites venir les intellectuels, une fois de plus les agronomes, les médecins, tous ceux qui inventent, tous ceux qui créent. Je ne me satisfais pas de ce que j'appelle l'échec africain actuel. Je salue donc Canto, j'espère, qui m'écoute.
il est pressenti avoir le trophée Mireille Makeba. Je le dis, si le comité d'attribution du trophée Mireille Makeba dit que Kanto, on va te donner le trophée, nous le ferons à Yaoundé quand c'est possible ou à Paris si c'est possible. Une fois de plus, à cette remise de trophée, vous serez parmi ceux qui prendront la parole. Une fois de plus, merci d'être venu. Le combat ne fait que commencer. Nous sommes loin de rendre les armes. Merci, combattants et résistants.